Please be seated. Veuillez vous asseoir. Good afternoon. Le président. Bonjour, bonjour à vous, monsieur le professeur. Je vais redonner la parole à la défense de monsieur Gbagbo. Le président, est-ce que vous pourriez nous donner une estimation de la durée de votre contre-interrogatoire, Maître Rocher? Quelques minutes, me semble-t-il. Maître Rocher, monsieur le professeur Klosterman, j'espère que vous avez pu vous restaurer agréablement. Réponse, oui, merci. Question, lorsque le procureur vous a posé ces questions, vous parliez du fait que vous avez eu recours à une base de données démographique néerlandaise. Vous n'aviez pas de base de données démographique pour la Côte d'Ivoire. Et vous avez dit que cela avait un effet. Est-ce que vous pourriez nous dire quel type de conséquences est-ce que cela a? Réponse. Cela vous donne un coefficient de vraisemblance différent qui, je suppose, sera assez proche de celui que je vous ai indiqué parce que nous voyons des différences entre les fréquences d'allèles entre les différentes populations, mais ces différences ne sont pas si importantes que cela vous donne des différences importantes des calculs de coefficient de vraisemblance. Mais il y a certes un impact ou un effet. Question. Et alors, si vous aviez eu une base de données Côte d'Ivoire, l'attente que vous aviez à savoir que les résultats seraient assez semblables, cela reste une hypothèse, n'est-ce pas? Réponse oui, mais c'est impossible d'avoir une base de données pour la Côte d'Ivoire parce que cela n'existe pas. Ça n'a pas été publié, mais il y a d'autres études de population qui ont été faites en Afrique et que l'on pourrait utiliser, en l'occurrence. Question, mais vous ne l'avez pas fait, n'est-ce pas? Réponse, non, nous ne l'avons pas fait. Mais nous avons indiqué de façon transparente quelles sont les populations que nous avons utilisées dans cet exemple. Et puis, une toute dernière chose. L'analyse ADN qui est effectuée donne un résultat et les résultats obtenus suite à cette analyse, pourrais-je dire au sujet de ces résultats qu'ils sont limités? Et le résultat est limité à la question exclusive qui est comme suit. Est-ce qu'il existe un lien, une relation entre cet échantillon de la victime alléguée et cet échantillon du membre de la famille alléguée? Vous ne pouvez pas aller au-delà de cela pour ce qui est de la conclusion. Vous devez vous en tenir à cette conclusion. C'est tout simplement une comparaison simple entre deux échantillons en réponse. C'est une comparaison électronique, non pas entre deux échantillons, parce qu'il y avait plus de corps.
et nous avions plus de profils de la part des échantillons de référence. Donc nous avons établi une comparaison électronique. Question, non, je comprends très bien la question des échantillons de référence et je m'étais mal exprimée à ce sujet. Mais si vous prenez le paragraphe dans votre rapport CIV OTP 008439 30 section 5, voici ce qui est indiqué. Les résultats de profilage ADN des restes H125774NL de la victime numéro 3 montrent une correspondance familiale avec les membres de la famille de Gnon Rokia Ouattara. Étant donné que l'arbre généalogique, les résultats de typage ADN sont plus que 1 milliard, à savoir 1 puissance 10 fois plus, vraisemblable que si la dent AAHJ2574NL provenant de Rokia Ouattara, que si la dent, s'il y avait eu un lien entre la dent et une femme pris de façon aléatoire et qui n'avait pas de lien de parenté. Donc, est-ce que vous êtes d'accord pour dire que, en fait, cette phrase ne devrait pas indiquer Rokia Ouattara parce que vous avez identifié une personne précise, alors que si je comprends bien ce que vous avez dit lors de votre déposition, tout ce que nous pouvons dire, c'est qu'il y a certes une correspondance familiale entre un échantillon et un autre. Donc, il se peut que ce soit Rokia Ouattara ou une autre personne, un autre membre de la famille. Donc, la conclusion que vous indiquez du point de vue scientifique, elle n'est pas exacte, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas dire que cela provient de Rokia Ouattara. Réponse. Si l'arbre généalogique est exact et complet, en d'autres termes, si elle n'a pas d'autres sœurs ou frères, cela est, du point de vue scientifique, exact. Mais si elle a plus ou d'autres frères ou sœurs, réponse, le témoin, c'est différent. Le président, non, moi je pense que ce qui n'est pas correct ou exact du point de vue scientifique, c'est de donner un nom. Parce que le nom, ce n'est pas quelque chose que vous avez déterminé vous-même. Réponse non, on vous a donné un arbre généalogique avec le nom de cette personne dans cet arbre généalogique. Le président, mais si nous supposons, donc vous supposez que le nom est bel et bien le nom de la personne. Le témoin, oui, dans l'arbre généalogique. Le président, bien. Maître Chez, oui, mais mon problème, c'est que cet arbre généalogique auquel vous faites référence ne figure pas dans votre rapport, n'est-ce pas? Réponse, non, c'est une information qui nous a été fournie par la CPI. Maître Chez, pourtant, nous avons des informations suivant lesquelles cette personne a 8 frères et sœurs. Donc, d'après les informations dont nous disposons, si il est indiqué dans l'arbre généalogique que cette personne n'a pas de frères et de sœurs, cela est inexact. C'est la raison pour laquelle, étant donné que nous n'avons pas d'arbre généalogique dans ce rapport, cette conclusion, ou plutôt la façon dont la conclusion est formulée, n'est pas exacte. Cela n'aurait pas dû être formulé de cette façon. Réponse. Si cette personne a d'autres frères et sœurs qui sont portés disparus, je ne peux pas faire la différence entre une fille ou une autre fille. Ça, c'est exact. Il en va de même si... en cas de catastrophe aérienne, par exemple, s'il y a des frères qui essaient de savoir quel est le profilage ADN, je ne peux pas dire quel est le frère, de quel frère il s'agit pour le profilage ADN. Question, monsieur le professeur, je vous remercie de votre coopération.
Réponse oui. Maître Rocher, voilà, je n'ai plus de questions à poser. Le témoin. Mais il y avait quelque chose qui n'avait pas été terminé. Il avait été question, avant la pause déjeuner, d'une question au sujet des profils ADN hommes et femmes. Le président, oui, je sais que vous avez maintenant d'autres documents. Réponse du témoin, oui. Le président, donc, si vous souhaitez nous fournir cette explication, c'était une question qui avait été posée par la défense. Donc, vous pouvez nous donner ces renseignements. Maître Rocher, je vais rester debout, donc, pendant que vous nous fournissiez votre explication. Réponse, oui, mais j'ai besoin d'une assistance. That one. It's on evidence channel 2. Le président, ah, c'est sur le pavé numéro 2. Zoom out. Not so close now. Yes, fine. Just making sure it's not being broadcast. Yeah, thank you. Monsieur Desmergents, je voudrais juste m'assurer que cela n'est pas diffusé à l'extérieur. Le président, écoutez, même si cela l'était, je dois vous dire qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sauraient de quoi il s'agit. Réponse. Donc, c'était une question qui m'a été posée par la défense sur le rapport 0086, page 1268. Il s'agit d'une dent et d'un rapport qui a été établi au sujet de cette dent. And on that page we report that. Et voici ce que nous indiquons, que le typage ADN de la dent AAHJ 2615NL a donné comme résultat un profil ADN femme. Ce profil ADN correspond au profil de la victime 1. Donc il s'agit, donc la victime 1 AAHJ 2572. Donc là, vous avez le profil et vous avez également le genre du corps qui était non identifié. Le président, monsieur le professeur, vous pouvez également vous déplacer légèrement si vous le souhaitez, mais déplacer également le microphone. Je pense que vous serez plus à l'aise. Le témoin, oui, merci. Nous voyons donc qu'il s'agit d'un homme, XY. Et dans ce rapport, à la page numéro 8, nous indiquons qu'il s'agit d'un profil ADN de femme, et ce qui correspond à une erreur dans ce rapport. Cela n'a donc pas été bien indiqué, et je vous présente mes excuses à ce sujet. C'est lequel? Maître Rocher, merci. Monsieur le professeur, est-ce que vous en avez fini avec cela? Réponse oui. Je peux également vous montrer l'autre profil qui indique de façon très très claire qu'il s'agit d'un profil d'ADN d'homme. Monsieur Desmergents, est-ce que nous ne pourrions pas faire une capture d'écran? Est-ce que c'est possible? Le président, je suppose que cela devrait être possible. Est-ce que monsieur Desmergents, est-ce que vous pourriez le faire pour la première page? La greffière d'audience, c'est possible. Nous avons, ceci étant dit, quelques problèmes techniques, mais nous allons trouver une solution. Le président, donc du point de vue technique, c'est faisable. Réponse. Donc il s'agit de 2 hommes pour lesquels 2 profils ADN hommes avec correspondance. Le président, oui. Le témoin.
un peu plus d'explications. Je vous dirais que vous avez donc locus chromosome 8 et ensuite vous avez le locus suivant. Cela est fait de façon électronique, donc il n'y a pas de possibilité d'erreur de retranscription. Et cela est ensuite envoyé au logiciel central qui établit les comparaisons. Le président, je vous remercie. C'est les précisions que vous vouliez nous donner. Maître Chez, il s'agit des électrophérogrammes dont nous parlions tout à l'heure. C'est cela? Réponse oui, il s'agit bien des électrophérogrammes. Question, là où il est marqué 44,2, est-ce qu'il s'agit d'une allèle? Réponse oui. Réponse, c'est une allèle variante. Second chart. C'est un allèle variante, mais c'est un allèle. Question. Et pour ce qui est du deuxième tableau, où est la référence? Le témoin. Il est fait référence à cet allèle. Question. Et une dernière chose qui pourrait peut-être paraître évidente, enfin je ne le sais pas, mais lorsqu'une dent est donnée par quelqu'un qui est mort, par opposition à quelqu'un qui est encore en vie, je suppose que c'est exactement la même chose. L'ADN, elle ne subit aucune modification avec la mort de la personne. Réponse non, il peut y avoir dégradation, par contre. Donc dégradation à telle enseigne que vous ne pouvez plus l'analyser. Maître Rocher, merci. Je vous remercie. Le président, est-ce que nous pourrions afficher les deux à nouveau pour que nous puissions faire ces captures d'écran? Monsieur McDonald, avec votre permission, pourquoi ne pas faire des photocopies? Je pense que cela nous donnerait une bien meilleure qualité, parce que j'ai l'impression qu'on ne va pas pouvoir tout saisir dans la capture d'écran. Le président, nous pouvons faire les deux, mais cela dépend. Enfin, je ne sais pas, est-ce que vous pouvez faire un zoom arrière pour que nous puissions avoir les deux tableaux? Et puis nous pourrons également faire des photocopies. Excuse me. Switch off the mics. Does it not work? Le président, est-ce que cela ne fonctionne pas? So, Professor, Le président, monsieur le professeur, nous allons faire des photocopies parce que je pense que nous avons un problème technique, ce qui n'est absolument pas nouveau puisque cela arrive au moins une fois par jour. Et puis ensuite, nous vous rendrons votre document. Donc, la défense de monsieur Gbagbo a fini de poser ses questions? La défense de monsieur Gbagbo est terminée. thank you very much. Now I reverse.
Le président, merci beaucoup. Je me tourne donc vers le bureau du procureur et j'aimerais savoir si vous avez des questions supplémentaires à poser. Monsieur Dimergent, oui, monsieur le président, une ou deux questions. Le président, d'accord, vous avez la parole. Monsieur le professeur, vous allez maintenant répondre aux questions supplémentaires du représentant du bureau du procureur, qui aura des questions ou peut-être des demandes de précision pour vous. Monsieur Dimergent, monsieur le professeur Klosterman, juste une ou deux précisions. Au sujet du rapport, au sujet de la victime numéro 1 qui était considérée comme femme, comme une femme, est-ce qu'il est exact de dire que l'erreur ne vient pas des résultats de l'ADN, c'est une erreur dans le rapport qui a été établi. Le témoin, non, ce n'est pas une erreur de correspondance, c'est une erreur dans la façon dont cela a été présenté et formulé. Mais il y a bel et bien correspondance. Question, mais ça c'est la victime numéro 1. Il ne s'agit pas des 3 victimes pour lesquelles vous avez eu des correspondances d'ADN avec des membres de leur famille. N'est-ce pas? Réponse oui, c'est exact. Question. Donc, pour ce qui est de l'identification de la victime numéro 1 considérée comme femme, est-ce que cela modifie ou change les conclusions que vous aviez dégagées au sujet de la correspondance ADN pour les victimes 3, 8 et 15? Réponse non. Question. Merci, monsieur le professeur. Une toute dernière question au sujet de la base de données de fréquence d'allèle, la base de données néerlandaise. Le fait que vous n'aviez pas accès à la base de données des fréquences d'allèle en Côte d'Ivoire, est-ce que cela change quoi que ce soit pour les 3 victimes pour lesquelles vous avez pu établir une correspondance d'ADN qui dépassait 1 milliard, tel que vous l'avez indiqué dans votre rapport? Réponse non, je ne pense pas que cela change grand-chose ou que cela change quoi que ce soit. Mais je ne l'ai pas fait encore parce que cette population dans cette base de données, à ma connaissance, cette base de données n'existe pas. Mais je pense que les éléments de preuve pour ce qui est de l'identification ADN, en l'occurrence, sont des éléments de preuve qui sont très solides et qui restent très solides. Monsieur Dimergent, je vous remercie, monsieur le professeur. Nous sommes arrivés au terme des questions supplémentaires. Le président, merci monsieur Dimergent, et je me tourne à nouveau vers les équipes de la défense qui, d'après le règlement, peut avoir le dernier mot ou peut encore poser des questions. Maître Knops. Maître Knops, une question, monsieur le président. Monsieur le professeur, pour revenir à la question qui vous a été posée par l'accusation au sujet de la base de données que vous n'avez pas consultée, à savoir la base de données des allèles en Côte d'Ivoire. Mais vous avez dit dans votre rapport, dans le rapport amendé, à la page 3925, paragraphe 4, à la dernière phrase de ce paragraphe, vous dites « Le taux d'identification erroné peut fluctuer parmi les populations, mais semble en général assez faible. » Ou semble faible, se corrige l'interprète. Alors voilà, et quelle est ma question? Sur quelle base vous appuyez-vous pour faire ce type d'observation? Je pense par exemple au fait suivant. Est-ce qu'il y a certains types de populations qui sont plus susceptibles d'avoir des identifications erronées, des taux d'identification erronés? Réponse. Vous voulez parler donc du sexe des personnes. Question. Oui, il y a des populations en Extrême-Orient où il y a un taux important d'identification erronée par opposition aux populations caucasiennes, par exemple. Question, mais lorsque vous dites semble être faible, c'est une remarque plutôt générale. Est-ce que vous avez des pourcentages? Oui. Réponse, je fais référence à nos propres données. Nous examinons des données, des échantillons différents pour lesquels nous connaissons le sexe.
mais vous n'êtes pas en mesure, par exemple, d'extrapoler s'agissant de l'Afrique de l'Ouest, par exemple. Réponse, non, non. S'il n'existe pas de données scientifiques relatives à cette région, non, je ne peux pas extrapoler. Merci, Maître Knops. Merci, Monsieur le Président. Le Président, merci, Maître Knops. Maître Rocher. Maître Rocher, oui, juste une question qui découle des questions supplémentaires. Monsieur le professeur, c'est une question d'ordre terminologique. Vous avez utilisé un terme en réponse à la question que vous a été posée par l'accusation il y a quelques instants. Vous, en tant que scientifique, vous vous fondez sur des données et sur des faits. Alors, lorsque vous dites « je ne m'attends pas à ce que cela change, mais je ne l'ai pas fait parce que la population, les données relatives à la population n'existent pas dans cette base de données. Je ne suis pas sûr, mais je m'attends à ce que les éléments de preuve en l'espèce, les éléments de preuve relatifs à l'ADN, aux fins d'identification, sont forts et demeurent forts. En tant que scientifique, vous pouvez dire que les éléments de preuve fondés sur la base de données néerlandaise sont forts, ces éléments de preuve sont forts, mais en tant que scientifique, vous ne pouvez pas dire qu'elles resteront fortes, ces informations resteront fortes, puisque vous n'avez pas procédé à cet examen. Réponse. Oui, mais je n'ai pas encore vu de population dans le monde où ces marqueurs auxquels vous faites référence, les 15 Loki dont j'ai montré les résultats, ne sont pas variables. Tant qu'ils sont variables au sein d'une population, vous aurez un ratio très élevé. Surtout si vous avez des proches, des membres de la famille, et vous disposez de données ADN relatives à différents Loki. Question, je vous remercie. Le témoin. Cela n'a un effet que si tous les individus appartenant à cette population produisent le même résultat de typage, ce qui n'a jamais été vu jusqu'à présent. Maître Rocher, oui. Comme le fait que Newton n'a jamais été au courant de la théorie de la relativité. Monsieur MacDonald, c'est plutôt argumentatif. Le président, oui, on aurait pu s'en passer, mais bon. Merci beaucoup, monsieur le témoin. Ainsi s'achève votre expertise, votre témoignage en tant qu'expert devant cette chambre. Merci infiniment, monsieur le professeur, d'être venu. Le témoin, c'est moi qui vous remercie. Le président, je vous souhaite un bon voyage de retour chez vous. Ce n'est pas très loin. En général, nous souhaitons un bon retour aux témoins parce qu'ils ont une distance importante à parcourir. Le témoin, oui, très bien. Le juge président. Nous avons donc achevé la déposition de ce témoin. Nous ne pouvons pas commencer la déposition du prochain en raison de la procédure de familiarisation. Nous ne pourrons commencer que demain avec le prochain témoin à 9h15. Mais avant de lever l'audience et reprendre demain à 9h15, je souhaitais vous parler du calendrier pour les prochaines semaines. Et je parle des semaines qui viendront d'ici aux vacances judiciaires. Donc, à partir de demain, le 31 et le 1er juin, nous aurons donc les témoins 606 et le témoin 583. Rappelez-vous qu'il n'y aura pas d'audience le 2 juin et nous poursuivrons le 19. Nous reprendrons donc le 19 juin parce que nous n'avons plus de témoins. Avec le témoin 606,
626, donc après les vacances, et le témoin 164. Donc les 19, 20 et 21 juin. Et rappelez-vous que le 21 juin sera une journée courte où il n'y aura que 2 volets d'audience plutôt que 3. La semaine du 27 au 30 juin, nous entendrons les témoins 226, 239 et 441 et 411, se corrige l'interprète. Et j'essaie de m'en tenir dans la mesure du possible à la liste qui nous a été communiquée par l'accusation il y a quelques semaines. Ensuite, pendant la semaine, ou à partir de la semaine du 3 au 7 et du 10 au 14 juillet, nous entendrons les témoins suivants. 607 et 156. Nous essaierons, avec le concours de l'unité des victimes et des témoins, de les entendre de vive voix, ici même. Sinon, nous pourrons toujours recourir à une liaison vidéo, mais nous essaierons néanmoins de les faire venir ici. Ensuite, il y aura le témoin 87, le témoin 88, le témoin 172 et le témoin 237. Voilà donc ce qui nous attend d'ici aux vacances judiciaires de l'été. Dès que cela sera possible, j'aimerais que le bureau du procureur nous donne les pseudonymes des témoins qu'il souhaite retirer de sa liste de témoins, car cela aura à l'évidence un impact sur l'organisation du procès. Enfin, mercredi, du moins je l'espère, donc mercredi, nous rendrons quelques décisions, dont une concernant le calendrier relatif aux mesures ou aux étapes futures, donc après les vacances judiciaires, qui commencera donc, comme je l'ai indiqué, à partir du 28 août. Nous allons lever l'audience et nous allons reprendre demain matin à 9h15 avec le témoin 606. J'essaie d'accélérer afin que personne ne demande à prendre la parole, mais à l'évidence, quelqu'un veut prendre la parole. Maître Altit. D'avoir à me lever. Il s'agit du témoin 583 que vous avez indiqué venir juste après 606. 606, nous le traitons, si je puis dire, demain. Peut-être aura-t-il fini demain, peut-être pas. Cela nous laisse... Donc 583, ce sera après, si je comprends bien, ce sera mercredi. C'est ce que je comprends de ce que vous nous dites. Ça nous laisse une journée pour le préparer, puisque 583 était prévu. Si je ne me trompe pas, je parle sous votre contrôle, Monsieur le Président, en septembre. Je me trompe? Après les vacances judiciaires. Donc, pardon, Monsieur le Président, peut-être voulez-vous... donc, No, I just wanted to... Le juge président, je voulais simplement dire que je m'attendais à cela. Mais le témoin 583 est un témoin expert qui va ensemble avec le 606 qui était prévu pour aujourd'hui. Donc, vous, en principe, vous devriez être prêt. I just want to be very honest, Your Honor. Avec le 626, ce corrige l'interprète. Monsieur McDonald, je voudrais juste être très honnête avec vous et être très franc. Il ne parlera pas que de cela. Le président, oui, certes. Monsieur McDonald, poursuivant, il s'est également occupé de la scène du crime à la mosquée de Lem. Il a également travaillé sur la scène du crime relatif aux événements, aux incidents du 16 décembre et du 3 mars. Le président interrompant. Oui, monsieur McDonald, oui, peut-être que nous pourrions commencer jeudi. Le président, tout dépendra du temps dont nous disposerons demain. Nous allons voir. Nous allons faire venir le 583 parce que le 583
va de pair avec le 626 que vous auriez dû préparer pour aujourd'hui, au moins cette portion-là de sa déposition. Vous ne pouvez pas le voir, mais je peux vous le dire déjà. Ici, il est écrit que si nous ne terminons pas la déposition du 583 d'ici à la fin de la semaine, donc d'ici au 1er juin, le témoin est déjà ici, donc il n'y aura pas de dépenses supplémentaires si l'on devait reporter sa déposition. Nous pourrons alors poursuivre au matin du 19. Je ne sais pas pourquoi vous levez tout le temps. Monsieur MacDonald, nous essayons de travailler ensemble. Nous faisons une proposition à la Chambre. Après tout, c'est à vous qu'il appartient de prendre la décision finale. Monsieur le Président, Madame, Monsieur les juges, nous travaillons à la préparation de la liste de documents qui sera envoyée le plus tôt possible, aujourd'hui même. Nous allons faire une proposition, parce que c'est moi qui interrogerai ce témoin. Et moi aussi, j'ai besoin de temps pour me préparer. Parce que ce témoin ne parlera pas uniquement, je sais qu'il est jumelé au témoin 626, mais il ne parlera pas que des événements concernant le 626. L'accusation aimerait bien pouvoir commencer sa déposition jeudi, et je peux vous garantir que la présentation de l'accusation sera terminée jeudi. Et lundi, puisque le témoin est déjà ici, la défense pourra commencer son contre-interrogatoire. Et ainsi, tout le monde disposera de suffisamment de temps et ce sera équitable. Et raisonnable aussi comme proposition. C'est ce que j'en pense, je vous le dis respectueusement. Le président mettra le titre. Juste un mot. D'abord, je remercie M. MacDonald pour sa proposition. Bien entendu, nous sommes dans les mains de votre Chambre. Juste un mot à propos de 583. Bien sûr, Monsieur le Président, vous avez raison. Il y a un côté expert et ce côté peut être traité relativement rapidement. Mais comme l'a relevé M. MacDonald, P583 ne vient pas seulement sous cet angle-là. Il a beaucoup de choses à dire sur toutes sortes de points et cela demande réellement une vraie préparation et pour la partie qu'il appelle et encore plus ou aussi, évidemment, pour la partie non appelante. Donc, je demande humblement à votre cour de prendre en considération cet aspect-là pour que l'interrogatoire soit le mieux préparé possible. Il faut, je crois, qu'on laisse un peu à la défense de temps. Voilà, Monsieur le Président, c'était l'objet de mon intervention. Well, tomorrow we start with... Le Président. Très bien. Demain, nous commencerons l'audition du témoin 606. L'audience est levée et nous reprendrons demain à 9h15.